Il est juste passé midi le 21 septembre et le colonel Mikhail monte dans son SUV blindé devant un complexe sécurisé à Sébastopol. Son chauffeur connaît déjà leur destination, le sanatorium de Foros, caché dans l'ombre le long de la côte accidentée de la Crimée. Mais ce qu'aucun des deux ne sait, c'est que des drones ukrainiens sont déjà en vol, fonçant sans être détectés vers ce même endroit. Et le temps presse, Mikhail vérifie à nouveau sa montre. 19h. Il est irrité et fatigué, mais il sait qu'il vaut mieux ne pas manquer ses briefings. Foros n'est pas qu'une station balnéaire chic. C'est aussi le lieu où la Russie prend discrètement d'importantes décisions militaires à huis clos. Entre Foros et Yalta, 4 dachas d'État sont régulièrement utilisés par l'élite de Moscou. 2 seraient réservés uniquement au président Vladimir Poutine. Depuis l'époque soviétique, hauts fonctionnaires, agents de renseignement et commandants influents se réunissent ici secrètement. En 1991, Mikhail Gorbatchev fut confiné à Foros, à Dacha, pris en otage par les conservateurs pendant la tentative de coup d'État, jusqu'à l'échec de leur complot. On peut dire sans risque que cette région a toujours été l'un des principaux centres de pouvoir de la Russie. Ce soir, le colonel Mikhail ne s'attend à rien de différent. Simple réunion de sécurité pour discuter logistique et déploiement des troupes. Depuis quelques jours, le restaurant principal, la salle Foro et des zones du complexe sont fermées au public pour un événement privé. Dans un bâtiment élégant du complexe, le colonel Mikhail rejoint des généraux et responsables du renseignement déjà présents. Certains de ces hommes sont arrivés secrètement de Moscou. La rumeur dit qu'une personnalité particulièrement importante, peut-être même un vice-ministre ou un général de haut rang, assiste à la réunion ce soir, ce qui expliquerait la sécurité titan présente partout. La réunion débute. Aucun ne sait que, 90 minutes plus tôt, vers 17h30, un essaim de drones ukrainiens avait déjà décollé, se dirigeant précisément vers leur emplacement. Les radars en Crimée s'activent, détectant des dizaines de drones non identifiés pénétrant l'espace aérien russe près de la ligne de front, à 270 km de Foros. Le service de sécurité d'Ukraine, agence de renseignement ukrainienne, a appris cette réunion secrète à la dernière minute. Ils savaient que des commandants russes et hauts responsables seraient à Foros, mais il leur manquait des détails précis. Dans quel bâtiment, pièce ou étage? Le temps était limité et précieux, ces occasions sont rares. Les opérateurs de drones ukrainiens se sont vite préparés pour mener la meilleure attaque possible dans le temps imparti. Leur site de lancement de drones, dissimulé dans les champs du sud de l'Ukraine, était à 285 km de la cible côtière. Les opérateurs ont effectué les vérifications finales et ont lancé les drones dans les airs à des intervalles précisément chronométrés, s'assurant que tout était parfaitement calculé pour obtenir un effet de surprise maximal. 2 douzaines de leurres, vus à la première personne bon marché, ont été lancés en même temps, volant à environ 100 km/h. Leur seul but était de distraire et de submerger les systèmes de défense aérienne sophistiqués de la Russie, déployés à travers la péninsule de Crimée. Comme prévu, les écrans radars russes se sont allumés instantanément. Les opérateurs ont paniqué face au nombre impressionnant de menaces. Les systèmes de défense aérienne Pantsir et les équipes de systèmes de défense aérienne portables se sont précipités, essayant désespérément d'intercepter cette soudaine nuée. En 30 minutes, tous ces drones leurs ont été abattus. Les équipages russes, tant craints, ont alors célébré leur succès. Mais ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que la véritable menace était passée inaperçue et se rapprochait déjà de la cible réelle. La seconde vague de drones filait à 150 km/h, couvrant les 285 km du trajet en moins de 2 heures. Des opérateurs, loin sur le continent ukrainien, les guidaient habilement à travers les vallées et le long du littoral, volant aussi bas que possible pour rester indétectés. Jusqu'au dernier moment, les défenseurs russes commencèrent à se sentir soulagés, pensant avoir neutralisé l'attaque. Mais à peine 1 heure plus tard, leurs écrans radars se mirent de nouveau à clignoter. Cette fois, le radar montrait une vague entrante plus petite mais plus rapide. Pas sur la ligne de front, mais bien à l'intérieur de l'espace aérien de Crimée. C'est le Nebo IM, un système radar mobile, de haute technologie stratégiquement placé autour de la Crimée, qui a détecté ces drones volant à basse altitude environ 30 minutes avant qu'ils n'atteignent leur cible prévue. Le radar Nebo IM, l'un des meilleurs systèmes d'alerte précoce russes, est conçu pour repérer avions furtifs, missiles de croisière et drones Bodo à basse altitude. Grâce à ses capteurs multibandes opérant simultanément sur les fréquences ultra haute fréquence Very High Frequency et bande L, le Nebo IM détecte les cibles à très basse altitude, rendant drones et missiles de croisière furtifs moins efficaces pour échapper à la détection. Malgré leur capacité, les Russes n'avaient plus qu'une très courte fenêtre de réaction, environ 30 minutes.
Les drones étaient à seulement 80 km. Les opérateurs radars envoyaient frénétiquement coordonnées, direction et altitude des cibles sur des canaux radiocryptés. Surprises par les alertes en plein cœur de leur espace aérien, les équipes de défense aérienne russes ont repositionné leurs lanceurs, verrouillé les cibles et tiré sur les drones entrants. Le radar Nebo AM ne peut pas abattre de cibles. Il sert à détecter, suivre et guider les défenseurs. Avec l'aide du Nebo IM, les Russes ont réussi à abattre 3 des 6 drones en plein vol, mais les autres sont échappés à la défense et se sont dirigés directement vers Foros, visant des bâtiments ou les services de renseignement ukrainiens, pensant que les invités se trouveraient. Un drone a été endommagé à la dernière minute, ses débris tombant sur l'ancienne école pensionnat Tourletsky. Un bâtiment à quelques centaines de mètres de la maison d'hôtes du sanatorium a entièrement détruit sa salle de réunion. Quelques secondes après, un autre drone a percé le toit de l'hôtel Luciano sur le site de la station. Le dernier drone s'est écrasé dans les collines boisées, mais les dégâts étaient déjà causés. Les forces russes sont restées en alerte maximale toute la nuit, faisant venir plusieurs unités de radars mobiles pour renforcer la sécurité. On peut affirmer sans risque que chaque prétendu invité important à Foros a sûrement eu très peur. Ils ont eu un aperçu direct de ce que ces soldats affrontaient chaque jour dans leurs combats brutaux en première ligne. Pour ces commandants russes, la guerre était enfin devenue réelle. Ce n'était plus un simple sujet de réunion confidentielle dans une station luxueuse, mais une réalité immédiate et terrifiante qu'ils ne pouvaient ignorer. À minuit, Sergueï Exoniov, chef de la Crimée occupée nommé par Moscou, a publié une déclaration sur Telegram. Il a déclaré que 3 morts et 16 blessés étaient à déplorer lors de l'attaque. Dès la diffusion de la nouvelle des explosions, les médias d'État russes et les autorités ont qualifié la frappe de Foros d'attaque terroriste, selon le ministère de la Défense. À 19h30 de Moscou. En Crimée, sans cible militaire, les forces ukrainiennes ont mené une frappe terroriste avec des drones à ogives explosives. Mais ce que les déclarations de Moscou ont soigneusement évité de mentionner, c'est la vérité dérangeante de cette nuit-là. Foros était bien une station balnéaire, mais loin d'être un simple bâtiment civil. Au cours de la dernière décennie, surtout depuis l'annexion en 2014, le sanatorium de Foros était progressivement devenu un centre de commandement de facto et un refuge sécurisé de haut niveau pour les responsables russes et le commandement militaire. De plus, la chaîne indépendante Crimean Wind avait déjà signalé la visite d'invités très importants au sanatorium ce soir-là. Les comptes officiels du complexe avaient annoncé plus tôt, le 21 septembre, que le restaurant principal était fermé pour un événement privé. La forte présence militaire et les contrôles renforcés montrèrent clairement que des hauts responsables militaires, de la sécurité ou politique, se rassemblaient à Foros cette nuit-là. Au fur et à mesure que la nuit tombait, les autorités russes peinaient à maîtriser le récit public. Ils ont préféré promouvoir un récit émotionnel, accusant l'Ukraine d'avoir frappé un complexe scolaire voisin. La vérité a vite éclaté. Le complexe scolaire touché par des débris appartenait en réalité à une banque d'État russe et avait déjà servi à des usages gouvernementaux. Malgré les affirmations d'innocence du Kremlin, il est largement connu que les services fédéraux de sécurité, le service fédéral de sécurité, la puissante agence de renseignement russe, maintiennent une présence opérationnelle constante à Foros, surveillant et sécurisant de près les lieux. Le complexe hôtelier est étroitement lié à l'État russe. En 2016, le complexe a été acheté par la Fédération des syndicats du Tardistan, grâce à un financement provenant de grandes entreprises russes, dont le géant pétrolier Taftaneft. Donc, ce n'est pas vraiment une surprise que cet endroit soit devenu un lieu privilégié pour des réunions secrètes de haut niveau. C'est ironique, et peut-être même un peu poétique, que Foros fasse à nouveau la une des journaux, plus de 3 décennies après la chute de l'Union soviétique. Dans les années 1980 et début 1990, Foros était une retraite isolée pour l'élite soviétique, réputée pour ses luxueuses dachas d'État et la beauté de son littoral. En août 1991, cette tranquillité a cessé, quand Mikhaïl Gorbatchev est venu dans sa villa en bord de mer. Voulant se reposer et récupérer des troubles politiques, à Moscou, les réformes de Gorbatchev comme la perestroïka et la glasnost ont involontairement provoqué des mouvements nationalistes, des crises économiques et de fortes divisions en union des républiques socialistes soviétiques. À la mi-1991, les conservateurs communistes décidèrent qu'ils en avaient assez. Ils estimaient que les réformes de Gorbatchev menaçaient l'union des républiques socialistes soviétiques et décidèrent de l'arrêter avant des dégâts irréversibles. Dans l'après-midi du 18 août 1991, Gorbatchev se retrouva soudainement complètement coupé du monde extérieur. Ses communications étaient coupées.
Ses lignes téléphoniques aussi, et ses tentatives de connexion d'urgence restèrent vaines. Il comprit rapidement qu'il était devenu prisonnier dans sa propre retraite luxueuse. Des unités militaires et fidèles au chef du coup d'État ont encerclé la villa, isolant Gorbatchev du reste du pays. Les comploteurs, hauts responsables du Parti communiste et du KGB, déclarèrent publiquement que Gorbatchev était trop malade pour assurer ses fonctions. Ils proclamèrent l'état d'urgence, tentant de reprendre le contrôle d'un État soviétique en déliquescence. Mais leurs actions ont provoqué l'effet inverse de ce qu'ils espéraient. Leurs actions ont rapproché l'Union soviétique de l'effondrement, au lieu de la préserver. À Moscou, le président Boris Eltsine est monté sur un char devant le Parlement, rassemblant des milliers de manifestants contre les meneurs du coup d'État. À mesure que les comploteurs commençaient à réaliser à quel point ils s'étaient trompés dans leurs calculs, leur confiance commença à s'estomper. En 3 jours, leur coup d'État a échoué spectaculairement. Le 21 août, au soir, les forces soviétiques pro-Yeltsin ont atterri à Foros, rétablissant les communications de Gorbatchev et mettant fin à sa captivité. Même si Gorbatchev a retrouvé la liberté, le mal était fait. 4 mois plus tard, l'Union soviétique s'est effondrée. L'Ukraine a hérité de la Crimée. Et, avec elle, de plusieurs propriétés luxueuses, auparavant réservées uniquement à l'élite politique soviétique. Au départ, ces luxueuses retraites de Foros au bord de la mer ont été négligées. Après l'effondrement de l'Union soviétique, il n'y avait plus d'autorité centrale ni de financement pour les entretenir. Les bâtiments se sont dégradés, les jardins envahis, les installations, y compris le célèbre Foros, sont devenus obsolètes. Dacca, où Mikhaïl Gorbatchev avait été retenu prisonnier, a été largement abandonné, perdant sa signification historique, alors que la population luttait pour survivre et s'adapter à une nouvelle réalité. Après l'effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'Ukraine a subi de graves difficultés économiques. Usines fermées, chômage et inflation incontrôlable ont rapidement détruit les économies de la population. Les produits essentiels sont devenus des luxes, les infrastructures se dégradant sans soutien gouvernemental. Les Ukrainiens, comme des millions en Europe de l'Est, ont vécu une transition difficile d'une économie planifiée à un marché incertain, et souvent chaotique. À la fin des années 1990 et début 2000, la stabilisation de l'Ukraine a redonné peu à peu de l'importance à Foros. Désormais, cette destination de villégiature est populaire et ouverte à tous, pas seulement aux initiés politiques. Il est vite devenu une destination estivale prisée des Ukrainiens ordinaires, des Russes et d'autres Européens. Ces plages, climat subtropical et vues côtières attirent chaque année des milliers de visiteurs. C'est pourquoi, après l'annexion illégale de la Crimée par la Russie en 2014, Moscou a eu plus de mal que prévu à reprendre ses propriétés luxueuses. Pourtant, Foros a fini par retrouver son rôle d'autrefois en tant que lieu de retraite privilégié pour l'élite politique et militaire russe. Des hauts fonctionnaires reviennent dans la station luxueuse, escortés par des cortèges protégés, reprenant ce que Moscou estimait lui revenir de droit. C'est pourquoi, en 2025, Foros est devenu un champ de bataille, symbole de la détermination de l'Ukraine à reprendre son territoire volé. Le président Volodymyr Zelensky a répété que la guerre durerait tant que la Crimée ne serait pas sous contrôle ukrainien. Et les actions de l'Ukraine confirment clairement cette détermination. Début 2022, l'Ukraine a mené plusieurs attaques audacieuses au cœur de la Crimée. En avril, des missiles ukrainiens ont coulé le Moskva, navire amiral de la flotte russe en mer Noire. En août, des explosions à la base aérienne de Saki en Crimée ont détruit plusieurs avions de guerre russes au sol. Ces attaques paraissaient alors incroyables. La Crimée avait toujours semblé bien à l'arrière des lignes ennemies, intouchable et à l'abri des représailles ukrainiennes. Mais malgré tout, à partir de ce moment-là, les choses n'ont fait qu'empirer pour les forces russes en Crimée. Fin 2023, même les défenses russes les plus avancées ont révélé de graves faiblesses. En août 2023, un missile Neptune modifié par l'Ukraine a détruit une batterie S-400 près du cap Tarkhankut, sur la côte ouest de la Crimée. Le S-400 était l'un des systèmes solaires les plus sophistiqués et prestigieux de Russie, conçu pour protéger la Crimée contre le type de frappe désormais menée par l'Ukraine. La perte de cette batterie S-400 a révélé à quel point le prétendu bouclier de défense aérienne de la Russie au-dessus de la Crimée était en réalité faible. Et ce n'était pas la seule. Quelques semaines plus tard, un autre site S-400, près d'Yevpatoria, a été frappé, après que des drones ukrainiens ont neutralisé ses radars, permettant à un missile d'achever l'attaque. Fin septembre 2023, l'Ukraine a mené l'une de ses attaques les plus audacieuses. Des missiles Storm Shadow britanniques ont frappé en plein jour le quartier général de la flotte russe de la mer Noire à Sébastopol. Lors d'une réunion de hauts commandants de la marine,
Un missile a percé un vaste trou dans le bâtiment naval historique. Kiev affirme avoir éliminé des dizaines de hauts gradés de la marine, dont peut-être le commandant de la flotte. Moscou a voulu minimiser les pertes, mais n'a pu dissimuler l'épave en feu ni la destruction de son quartier général naval. La pression sur la flotte de la mer Noire est devenue si intense que la Russie n'a finalement eu d'autre choix que de procéder à une retraite stratégique. Pendant le reste de 2023, et surtout après cette frappe dévastatrice contre le quartier général, la Russie a relocalisé bon nombre de ses navires de guerre et sous-marins restants de leur base principale à Sébastopol vers des ports situés sur le territoire russe. Début 2024, l'Ukraine avait coulé ou gravement endommagé près d'un tiers des navires actifs de la flotte de la mer Noire. Les services de renseignement de la défense britannique sont même allés jusqu'à qualifier la flotte russe d'inactive sur le plan opérationnel. Parallèlement, l'Ukraine a poursuivi ses frappes sur les infrastructures reliant la Crimée à la Russie. Le pont du détroit de Kertch, projet phare de Vladimir Poutine à 4 milliards de dollars et unique liaison directe entre la Russie et la Crimée, a subi plusieurs attaques spectaculaires. En octobre 2022, une puissante bombe dans un camion a explosé, détruisant une travée. En juillet 2023, des drones ukrainiens l'ont encore frappé, causant 2 morts civiles et perturbant la circulation pendant des semaines. Chaque attaque contre ce pont a généré des vidéos en ligne, remettant en cause le discours russe sur le contrôle total de la Crimée. Après l'attaque de juillet, les touristes russes, profitant de la plage, ont soudain paniqué et décidé de quitter la Crimée immédiatement. D'énormes embouteillages s'étendaient sur des kilomètres, encombrant les routes alors que les visiteurs et même certains habitants se précipitaient pour fuir. Par la seule autre route disponible, le corridor terrestre à travers le sud de l'Ukraine occupé par la Russie. Mais cette route n'était plus sûre. Les forces ukrainiennes avaient frappé le pont de Konar un mois plus tôt, rendant indisponible une des principales autoroutes, reliant l'Ukraine continentale à la péninsule. À ce stade, il était clair que l'Ukraine pouvait couper la Crimée de la Russie à tout moment. Pour les Russes ordinaires, en Crimée, touristes ou installés depuis 2014 sous occupation russe, la vie était devenue stressante et incertaine. Après les explosions du pont de Kertch, de nombreux touristes ont complètement annulé leur voyage. Qui voudrait passer ses vacances d'été à entendre des explosions au loin et craindre que la route du retour s'effondre dans la mer ? La vie est devenue très difficile pour les 24 millions d'Ukrainiens restants en Crimée, dont les Ukrainiens ethniques, les Tatars de Crimée et certains Russes, opposés à la prise de contrôle par Moscou. Après 2014, les choses paraissaient normales, mais les autorités russes ont progressivement renforcé la répression. Les écoles et médias ukrainiens ont été fermés et interdits, et toute personne qui s'exprimait contre l'occupation faisait face à des menaces, des arrestations ou des disparitions soudaines. Les rassemblements sont quasi impossibles, les symboles et drapeaux ukrainiens interdits, et la peur omniprésente. Mais malgré la pression incessante de la Russie, une résistance clandestine déterminée a commencé à se former à travers la Crimée. Des habitants, enseignants, commerçants, étudiants et travailleurs ordinaires se sont organisés et ont tout risqué pour résister discrètement mais efficacement. Ils ont créé des réseaux secrets pour partager des renseignements sur les mouvements des troupes russes, l'emplacement d'équipements militaires et des événements à venir. Grâce à des applications cryptées et des messages codés, ils transmettaient prudemment des informations cruciales aux forces ukrainiennes, permettant à Kiev de mener des frappes et attaques de drones précises. Il est probable que des informations sur l'événement secret au centre de retraite de Foros aient été transmises par les mêmes canaux clandestins. Atesh, l'un des groupes de résistance les plus influents et actifs en Crimée, porte un nom signifiant « Feu en tatar de Crimée ». Atesh était rapidement devenu un mouvement clandestin très organisé et audacieux, menant des opérations de sabotage téméraires en plein cœur des lignes russes. Le groupe comprenait des Tatars de Crimée, des Ukrainiens et même des Russes ethniques opposés au régime de Poutine. Les membres d'Atesh sabotaient souvent les voies ferrées de l'armée russe, installant des explosifs minutés pour dérailler les trains de munitions, carburant et armes. Ils ont également attaqué avec succès des sous-stations électriques, coupant temporairement l'électricité aux bases militaires russes et aux sites radars. Chaque sabotage était minutieusement coordonné avec le renseignement militaire ukrainien pour maximiser la perturbation des forces russes. Après chaque succès, Atesh publie en ligne des messages anonymes, revendiquant la responsabilité et rappelant que la Russie pourrait occuper la Crimée. Elle ne peut cependant pas la contrôler. Atesh transmet en continu des informations détaillées et en temps réel à Kiev. Des sites de rassemblement des troupes russes
aux cachettes des systèmes de défense aérienne et lieu de réunion des hauts responsables russes. Ces informations ont permis à l'Ukraine de mener des attaques précises, avec drones et missiles. Cela n'aurait pas été possible sans le courage extraordinaire de ses partisans criméens sur le terrain. Après la frappe de drone à Foros, les autorités russes quand même ont vécu dans une anxiété permanente. Si les services de renseignement ukrainiens étaient assez précis pour localiser une réunion secrète d'invités very important personnes à Foros et la frapper aussi directement, quelle pourrait être leur prochaine cible? Un haut dirigeant en Crimée, tel que Sergueï Aksionov ou des hauts responsables militaires, pourrait être ciblé par Kiev prochainement, en affaiblissant le moral et la puissance militaire russe en Crimée. L'Ukraine prépare un éventuel retour par offensive ou effondrement russe. Les Criméens ordinaires, ayant entendu les explosions lointaines cette nuit-là, ont ressenti une nouvelle incertitude et inquiétude. La frappe sur Photos a rappelé la fragilité de leur sécurité quotidienne. De retour au Kremlin, le président Poutine aurait reçu immédiatement des comptes rendus détaillés sur l'incident de Foros. On ne peut qu'imaginer sa frustration en apprenant que son refuge privé tant apprécié, un lieu où il avait lui-même passé plusieurs vacances sous haute sécurité, avait désormais été violé par une frappe ukrainienne directe. La Crimée a été la première région ukrainienne prise par la Russie, et sera la dernière que l'Ukraine reprendra pour une victoire totale. Les dirigeants ukrainiens ont souvent affirmé à leur peuple qu'ils reviendraient. Bientôt, quand le drapeau ukrainien flottera à nouveau à Simferopol, Yalta et Foros. Merci de votre attention.